Voici un Polaroid donc, qui est constitué d'une membrane quasi transparente, ici, et qui est anisotrope, c'est-à-dire qu'elle possède une direction privilégiée dans son interaction avec la lumière. Cette membrane possède une direction de transmission qui est marquée par ce curseur ici, d'accord. C'est-à-dire que quand l'onde lumineuse incidente a un champ électrique, donc une polarisation qui est dans le même sens que le curseur, d'accord, qui est parallèle au curseur, eh bien l'intégralité de la lumière, ou en tout cas un maximum de lumière, est transmis par le Polaroid. Par contre, lorsque le champ électrique de l'onde incidente est orthogonal à cet axe de transmission, eh bien, quasiment aucune lumière ne traverse la membrane. On peut modifier cette direction de transmission avec le support qui est là. On voit que c'est un support gradué. On peut lire l'axe que fait, l'angle que fait l'axe de transmission avec la verticale. Okay. Et il faut savoir simplement qu'on peut aussi appeler l'axe, ici qui est vertical, je reviens en position initiale. On a ici l'axe de transmission. Et à 90 degrés, on a ce qu'on appelle un axe d'extinction, celui qui provoque une extinction de la lumière incidente. On observe ici le comportement de la lumière blanche en présence de Polaroid. Alors, je vais interposer ici un Polaroid sur le faisceau lumineux. Voilà. Donc ici est indiquée sa direction de transmission. Et voyons ce qui se passe quand je modifie cette orientation du Polaroid. Sur l'écran, on voit que l'éclairement reste inchangé. Et donc, on ne semble pas observer d'effet du Polaroid sur le faisceau blanc. J'ajoute maintenant un deuxième Polaroid identique derrière le premier. Je mets cela sur le chemin du faisceau. J'aligne correctement. Et je modifie maintenant, disons, l'orientation du deuxième Polaroid. On voit que lorsque la direction de transmission du deuxième Polaroid est croisée avec la première, c'est-à-dire fait un angle de 90 degrés, j'ai une extinction sur l'écran. Il n'y a plus de lumière blanche qui passe à travers le deuxième Polaroid. Je continue de modifier l'orientation du deuxième Polaroid et je retrouve un faisceau lumineux. Je reviens en arrière, quand c'est croisé, extinction, et ça ne se voit pas forcément sur le téléphone, mais on sent que l'intensité est maximale lorsque les deux directions de transmission sont parallèles. Dans ce montage, le premier Polaroid joue le rôle de polariseur, c'est-à-dire qu'il polarise la lumière blanche rectilignement, d'accord, suivant son axe de transmission. Et le deuxième Polaroid joue le rôle d'analyseur. Il analyse le type de polarisation du faisceau émis par le premier Polaroid, par le polariseur. Ok. Donc, je vous rappelle un petit peu cet élément théorique. On peut considérer n'importe quel faisceau lumineux comme une superposition de deux faisceaux, l'un polarisé rectilignement vertical et le second polarisé rectilignement horizontal. C'est-à-dire qu'on peut toujours décomposer voilà, la direction du champ électrique de l'onde par un faisceau polarisé rectilignement et un faisceau polarisé horizontalement, enfin verticalement et horizontalement. Donc, quel est le rôle du polariseur? Pas simplement, dans cette lumière non polarisée du faisceau émis par la lampe, hein, on verra que cette absence de polarisation vient du fait que chaque train d'onde a une polarisation qui est aléatoire avec son prédécesseur et son successeur. Donc en moyenne, la lumière blanche n'est pas polarisée. Mais bon, ça c'est, on va dire, peut-être un détail. Hein. On a donc le faisceau incident qui peut être vu comme une superposition de deux faisceaux, l'un polarisé verticalement, l'autre polarisé horizontalement. Et le premier polariseur ne laisse passer que le faisceau polarisé verticalement. D'accord ? Donc,
quand ce faisceau polarisé verticalement arrive sur l'analyseur dont l'axe de transmission est vertical, eh bien toute la lumière passe. Par contre, lorsque l'axe de transmission de l'analyseur est orthogonal, c'est-à-dire qu'ici, verticalement, on a l'axe d'extinction de l'analyseur, eh bien le faisceau, ici, ne traverse pas. Ici, j'ai placé le polariseur et l'analyseur alignés avec le téléphone, avec la caméra, et j'ai ici un faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Donc ce qu'on voit à travers le système du polariseur-analyseur, c'est le reflet, si vous voulez, c'est l'impact du faisceau sur l'écran. Ici, le polariseur et l'analyseur sont orientés de la même façon, c'est-à-dire que leur axe de transmission est vertical. Voyons ce qui se passe quand je modifie l'axe de transmission du polariseur. Ici d'ailleurs, c'est l'analyseur, puisqu'il est le plus proche du détecteur du téléphone. Voilà. On voit que plus aucune lumière ne passe. Et si je continue à tourner, je retrouve ici un faisceau qui tend vers un maximum lorsque les directions de transmission des deux polaroïdes sont parallèles. Donc celui-ci que je touchais, c'est l'analyseur, et celui-ci, c'est le polariseur, parce qu'il est le plus proche de la source de lumière. On observe ici l'interaction d'un faisceau laser issu d'un laser hélium-néon avec un polaroïde, pour voir si la lumière laser issue de ce laser est déjà polarisée ou n'est pas polarisée comme la lumière blanche. Alors je modifie ici l'orientation du polaroïde et je vois que la luminosité du spot sur l'écran diminue, passe par un minimum mais qui n'est pas tout à fait nul. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On a un minimum par ici, mais on voit qu'il n'est pas nul. On voit toujours un spot laser. Voilà. OK. Et donc je remarque que lorsque l'axe de transmission du polaroïde est vertical, l'intensité du spot sur l'écran est maximale, et c'est lorsque cet axe de transmission du polaroïde est horizontal que j'ai un minimum sur l'écran. Donc on en déduit que la lumière émise par ce laser est quasiment totalement polarisée rectilignement. Alors le fait qu'il y ait un petit peu de lumière qui sorte, même lorsque l'axe du polaroïde est horizontal, on peut l'interpréter de différentes manières. On pourrait imaginer que la polarisation de la lumière est elliptique. On peut aussi imaginer que la lumière du laser n'est pas totalement polarisée, juste une partie de cette lumière est polarisée et qu'elle est polarisée rectilignement, mais seulement en partie. Voilà. Bon, ces distinctions-là ne sont pas au programme de classe préparatoire. Donc on pourra considérer en première approximation la lumière du laser comme étant polarisée rectilignement suivant la verticale, mais bon, on garde en tête que ça n'est pas tout à fait le cas. Voilà une lame dite biréfringente. Donc c'est un matériau quasi transparent situé là au centre du dispositif et qui est, comme le polaroïde, un matériau anisotrope. Alors on a encore une fois deux axes privilégiés qui sont orthogonaux entre eux. Un axe ici repéré par ce curseur, un axe vertical et qui possède un indice N1 et un axe horizontal qui possède un axe N2. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si une onde lumineuse arrive sur cette lame biréfringente avec une polarisation rectiligne verticale suivant l'axe 1 comme ceci, eh bien elle verra cette membrane comme une lame d'indice N1 et d'épaisseur petit e. Par contre, si on a une onde lumineuse qui arrive avec un champ électrique horizontal comme ça, qui est polarisé rectiligne horizontalement, eh bien cette onde, elle verra une lame d'indice N2, et toujours d'épaisseur petit e. Or, comme toute onde incidente sur cette lame peut être décomposée en une somme de deux ondes, l'une polarisée verticalement, l'autre polarisée l'autre polarisée horizontalement, on voit que ces deux composantes de l'onde incidente ne vont pas avoir le même indice. Aussi, elles ne vont pas parcourir le même chemin optique à la traversée de la lame.
aussi ces deux composantes, entre l'entrée et la sortie, ont subi une différence de marche. C'est-à-dire qu'on a deux ondes émergentes, l'une polarisée horizontalement, l'autre polarisée verticalement, et ces deux ondes n'ont pas parcouru le même chemin optique à travers la lame. Il y a donc eu une différence de marche entre ces deux ondes, un déphasage. D'accord ? Lorsque cette différence de marche vaut un quart de la longueur d'onde, on appelle ces lames biréfringentes des lames quart d'onde. Lorsque la différence de marche vaut une demi-longueur d'onde, on appelle ces lames des lames demi-onde. D'accord ? Et on verra ça par le calcul, puis ensuite en TP, comment cela modifie la lumière incidente. D'accord ? On a de la lumière incidente qui est polarisée d'une certaine manière, et on va voir qu'à la traversée d'une lame demi-onde ou d'une lame quart d'onde, eh bien, l'onde émergente a eu sa polarisation qui a été modifiée. On étudie ici la méthode qui permet de repérer un des deux axes neutres d'une lame biréfringente. La méthode est la même pour une lame demi-onde et une lame quart d'onde. On va utiliser de la lumière blanche déjà, donc on a une source ici et puis le faisceau projeté sur un écran, et on va utiliser un système de deux polaroïdes, un système polariseur-analyseur croisé. Ici, le polariseur, j'ai orienté le curseur ici sur 0, on a donc un axe de transmission qui est suivant la verticale, et ensuite l'analyseur, je vais le régler de manière à éteindre le spot sur l'écran en le croisant, et je vois que le curseur pointe bien sur 90 degrés. À présent, j'introduis la lame biréfringente, quart d'onde ou demi-onde, peu importe, entre le système des deux polaroïdes, comme ceci, voilà, et on voit qu'on a à nouveau de la lumière sur l'écran. Alors, ça n'est pas très surprenant, parce que regardons ce qui se passe. Ici, à la sortie du polariseur, j'ai une onde polarisée rectiligne suivant la verticale. Si cette direction de polarisation incidente correspond, c'est-à-dire est alignée avec l'axe neutre de la lame, alors on sait que la lame ne va pas agir sur la lumière incidente. D'accord ? La lumière émergente n'aura subi, si vous voulez, aucun déphasage entre les deux sous-ondes dans lesquelles on peut décomposer l'onde incidente. Vous savez, une sous-onde décomposée en polarisation suivant l'axe 1, et puis la deuxième sous-onde décomposée sur l'axe 2. On a comme ça une décomposition en polarisation. Mais comme si l'onde incidente a une polarisation rectiligne qui correspond exactement à un axe neutre, la lame biréfringente n'a aucune influence sur la lumière. Et donc c'est effectivement ce critère qu'on va se donner pour identifier l'axe neutre. Je vais modifier l'orientation de la lame biréfringente jusqu'à me retrouver dans la situation que j'avais avant de l'introduire, c'est-à-dire un faisceau. Là, je vais un peu plus loin. Voilà, je reviens en arrière. Voilà. Pas de faisceau sur l'écran. Et là, je peux regarder. J'ai un curseur de la lame biréfringente qui est de l'ordre de... Là, faites voir, il est de 3 degrés. Et là, il était de moins 3 degrés. Bon, voilà, je suis autour de la direction 0. Bon, il s'avère au final que ce curseur indique un des deux axes neutres. Alors, celui d'indice N1 ou d'indice N2, ça, on ne sait pas, mais peu importe. Pour nous, il nous suffit de savoir que c'est un axe neutre. Mais attention, dans le matériel, tout le matériel n'est pas fait comme ça. Ce n'est pas toujours le curseur qui indique l'axe neutre d'une lame. Bien, voyons ici l'influence d'une lame demi-onde sur une lumière incidente polarisée rectilignement. Voilà, on ne doit au programme étudier que cette situation-là pour l'effet des lames demi-onde. Donc on se place dans le dispositif qui nous avait permis de repérer l'axe neutre de la lame, c'est-à-dire un système polariseur-analyseur croisé. J'ai introduit la lame demi-onde ici entre les deux, et je règle ici, je refais ce réglage, je me replace de manière à obtenir l'extinction de la lumière sur l'écran. Ici, j'ai remplacé la lumière blanche par un laser hélium-néon, tout simplement parce que comme une lame demi-onde est faite pour introduire une différence de marche
entre deux ondes polarisées orthogonalement l'une à l'autre de lambda sur 2, vous vous doutez bien que ça ne fonctionne que pour une valeur de lambda bien précise. Et ici, ces lames biréfringentes ont été fabriquées pour fonctionner avec de la lumière à 633 nanomètres, qui est exactement la longueur d'onde du laser hélium-néon. C'est pour ça qu'ici, je travaille avec un laser hélium-néon. Ok, donc polariseur, analyseur croisé. J'ai orienté ici un des axes de la lame demi-onde suivant la verticale, hein, suivant la direction du polariseur. Et maintenant, grâce au curseur, j'ajoute 10 degrés. Voilà, j'ajoute 10 degrés. Donc j'ai décalé l'axe, disons N1, hein, d'indice N1 de cette lame demi-onde de 10 degrés par rapport à la verticale, par rapport à la direction de la polarisation incidente, et je vois que sur l'écran, j'obtiens à nouveau un spot laser. Voyons voir un petit peu ce qui se passe maintenant. Comment a été affecté le faisceau lumineux à la traversée de la lame demi-onde. Donc on a ici un faisceau incident polarisé rectilignement suivant la verticale, et maintenant, grâce à l'analyseur, je vais pouvoir regarder quel est l'état de sortie de l'onde après la lame biréfringente. Donc je modifie l'orientation de l'analyseur, je vais un petit peu vers le haut, je vois que l'intensité lumineuse augmente, je vais plutôt aller vers le bas. Hop, je continue, voilà, donc j'ai eu une extinction, j'y reviens. Et je vais ici regarder quelle est la position, enfin, quelle est l'orientation plutôt de l'analyseur. Et je trouve 110 degrés. Donc, ici, en fait, ce que j'en déduis quoi? J'en déduis que la polarisation à la sortie du polariseur, elle est verticale. Et ici, l'analyseur me montre que la polarisation qui arrive sur lui est verticale, mais d'angle 20 degrés. On remarque donc que la polarisation émergente de la lame demi-onde, elle est toujours rectiligne, mais elle a une direction qui est symétrique de celle incidente par rapport à l'axe neutre de la lame. On va observer ici l'influence d'une lame quart d'onde sur une lumière incidente polarisée rectilignement. Conformément au programme, on se limitera à cette situation. Donc on a un dispositif polariseur-analyseur croisé, d'accord, avec la lame quart d'onde située entre les deux, et j'utilise une lumière laser pour travailler à une longueur d'onde adaptée à la lame biréfringente étudiée, c'est-à-dire 633 nanomètres ici. Alors, allez, j'aligne l'axe neutre de la lame avec la polarisation, avec la direction du polariseur, d'accord. J'ai bien le curseur ici qui est à 0 degré. Okay, donc, le polariseur, sa direction de transmission, c'est 0 degré. L'analyseur, c'est 90. Et là, l'axe neutre a été positionné suivant l'axe de transmission du polariseur. Ok. Maintenant, conformément au programme, je modifie l'orientation de la lame quart d'onde et j'incline un de ces axes neutres à 45 degrés de la polarisation rectiligne de la lumière incidente. J'observe évidemment à nouveau de la lumière sur l'écran et voyons maintenant, grâce à l'analyseur, essayons de voir un petit peu, d'avoir des informations, disons, sur la polarisation de la lumière qui sort de la lame quart d'onde. Je modifie l'orientation de l'analyseur, ok, et on observe absolument rien sur l'écran. Pas de modification de la luminosité, encore moins d'extinction. Ok. Et on en conclut ici, conformément au programme, que l'onde qui émerge de la lame quart d'onde est polarisée circulairement. D'accord? D'après la théorie, hein, il est évident qu'on s'attend dans ce cas-là à ce que l'analyseur n'ait aucune influence sur l'éclairement du faisceau, sur la luminosité du faisceau. Alors, on pourrait évidemment ici se poser la question de savoir, tiens, mais est-ce que ça pourrait pas être de la lumière non polarisée, comme dans le cas de la lumière blanche, de la lumière naturelle. Voilà, donc il faudrait peut-être quelques arguments supplémentaires pour faire la différence entre la non-polarisation de la lumière blanche et puis une polarisation circulaire. Mais disons que, voilà, compte tenu du montage, la théorie, on s'attend à avoir une polarisation circulaire. Voilà, c'est pour ça qu'on conclut de cette manière ici. Observons à présent
l'effet d'une lame quart d'onde sur une onde incidente polarisée circulairement. Alors, on a vu précédemment que l'effet d'une lame quart d'onde sur une onde incidente polarisée rectiligne était de la transformer en onde circulaire. Rectiligne devient circulaire. La condition tout de même, c'est que la lame quart d'onde soit inclinée de 45 degrés, enfin son axe neutre de 45 degrés par rapport à la polarisation rectiligne incidente. Mais sinon, ça donne bien rectiligne circulaire. Eh bien, on va voir ici que quand on envoie une onde polarisée circulairement sur une lame quart d'onde, il en ressort une polarisation rectiligne, également inclinée de 45 degrés par rapport à l'axe neutre de la lame quart d'onde. En fait, c'est tout simplement le phénomène inverse. Alors, qu'a-t-on devant les yeux? Toujours le laser hélium-néon, le polariseur, l'analyseur, et ici une lame quart d'onde inclinée à 45 degrés par rapport au polariseur. On peut bien observer ici que cette lame quart d'onde génère bien une onde polarisée circulairement. J'enlève l'analyseur dans un premier temps, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, cette onde polarisée circulairement, ça devient mon onde incidente pour une deuxième lame quart d'onde, que je mets ici, voilà. Et j'ai ici orienté son axe neutre, je l'ai repéré au préalable, et je viens de l'orienter verticalement. Bon, c'est pour choisir une direction arbitraire, je prends ça verticalement. Je mets à présent l'analyseur pour analyser, donc derrière, pour analyser la lumière émergente de cette deuxième lame quart d'onde. Et c'est elle qui m'intéresse. L'onde incidente sur elle est polarisée circulairement, et je vais mettre en évidence que l'onde émergente est polarisée rectilignement. Je modifie l'orientation de l'analyseur. Alors, je ne vois pas d'extinction, mais en tout cas un minimum. Voilà, un minimum qui est par ici. D'accord. Et le curseur m'indique une inclinaison de l'analyseur de 45 degrés. Donc on a bien ici des inclinaisons relatives de 45 degrés. Ok, donc on voit que l'onde émergente de ma lame quart d'onde qui m'intéresse, là, on a circulaire qui arrive dessus, on voit bien qu'il y a du rectiligne, quasiment, effectivement, l'extinction n'est pas totale, mais c'est quasi rectiligne, puisque j'arrive quasiment à éteindre avec un polaroïde. Et je vois que c'est pour une direction, une inclinaison de 45 degrés par rapport à l'axe neutre de la lame quart d'onde qui m'intéresse. Observons maintenant ce qu'on appelle la polarisation par réflexion vitreuse sous l'incidence de Brewster. Donc je filme ici une porte vitrée à travers laquelle on voit du matériel, des étagères, et on voit par reflet le reflet de la porte ici mauve, et puis on voit aussi le reflet d'une tache lumineuse que j'ai faite volontairement sur la porte pour aider à la visualisation. Je vais interposer maintenant devant la caméra un Polaroid, voilà, et je vais modifier son orientation. Voilà, j'y vais progressivement, j'approche un petit peu le Polaroid, je modifie son orientation et vous voyez que j'arrive à éteindre les reflets sur la vitre. Je reviens en arrière, on voit ici le reflet de la porte et puis de la tache lumineuse, je modifie à nouveau l'orientation, et je vois que je peux annuler totalement le reflet sur la vitre. D'accord ? Cela montre une chose, c'est que sous l'incidence, sous l'angle d'incidence sous lequel je me suis placé, la lumière réfléchie sur la vitre est polarisée rectilignement puisque je peux l'éteindre avec un Polaroid.